Bonjour. La séquence précédente avait porté sur l'elliptocyte et l'ovalocyte. Rappelons la particularité morphologique de ces deux globules rouges anormaux. L'elliptocyte et l'ovalocyte sont des hématies allongées en bâtonnets, dont les extrémités sont arrondies et les bords latéraux plus ou moins parallèles. Si le grand axe est au moins 2 fois plus long que le petit axe, on est en présence d'un elliptocyte. Par contre, si le grand axe a une longueur inférieure à 2 fois celle du petit axe, on a affaire à un ovalocyte. Les elliptocytes sont présents sur le frottis sanguin en cas de syndrome myélodysplasique, de thalassémie, d'anémie fériprive ou encore d'elliptocytose héréditaire. Le 7e épisode que nous vous présentons aujourd'hui porte sur un globule rouge morphologiquement anormal appelé kératocyte. Mais avant de parler du kératocyte, il est indispensable de rappeler que le globule rouge normal est une cellule sans noyau, ayant l'aspect d'un disque, avec une membrane cytoplasmique régulière et un centre plus clair dont le diamètre est de l'ordre du tiers du diamètre total de la cellule. À l'état normal, le globule rouge ne contient pas d'inclusion intracellulaire visible. Toute variation traduit donc une anomalie cellulaire et une pathologie. Maintenant, qu'appelle-t-on kératocyte? Les kératocytes sont des érythrocytes qui possèdent 2 projections pointues, convergentes, qui peuvent se réunir à leur extrémité. En d'autres termes, un kératocyte est un globule rouge avec 2 spicules donnant un aspect de corne. Dans quelle pathologie peut-on observer les kératocytes? On observe les kératocytes dans l'alpha-thalassémie et dans le déficit en glucose 6-phosphate déshydrogénase. Analysons ensemble ce cas clinique. Thomas est un garçon âgé de 17 ans, sans antécédent chirurgical particulier. Il vient consulter le médecin pour fièvre et céphalée. Le début remonte à 5 jours de la présente consultation par des céphalées intenses et une fièvre vespérale qui ont poussé le patient à faire une automédication au paracétamol en raison de 3 fois 1 gramme par jour pendant 5 jours. La persistance de ces symptômes et l'apparition des douleurs abdominales motivent la présente consultation. Dans le complément d'anamnèse, on note les frissons, l'asthénie physique, l'essoufflement et les arthralgies. À l'examen physique, l'état général est altéré par la fièvre à 39 degrés Celsius. Les conjonctives palpébrales sont pâles et les conjonctives bulbaires ictériques. À l'auscultation cardiaque, on note une tachycardie à 112 battements par minute.
L'abdomen est souple et dépressible avec une splénomégalie au stade 2 des Hackett et une sensibilité dans la zone hypogastrique. Le médecin conclut à un syndrome infectieux avec, comme première hypothèse, un paludisme grave compliqué d'anémie et, comme deuxième hypothèse, une infection urinaire. Les résultats des laboratoires se présentent de la manière suivante. La goutte épaisse positive, la vitesse de sédimentation accélérée et l'urinoculture positive. Cette dernière permet d'isoler un Escherichia coli sensible à l'acide nalidixique. Ces résultats confirment donc les deux hypothèses diagnostiques émises par le médecin, à savoir le paludisme et l'infection urinaire. La numération formule sanguine faite à l'automate d'hématologie révèle une anémie. Cette anémie est normochrome, normocytaire, régénérative. Le bilan biochimique demandé montre des signes d'hémolyse, à savoir l'augmentation de la bilirubine libre alors que la bilirubine conjuguée est normale, l'effondrement de l'aptoglobine ainsi que l'augmentation de la lactate déshydrogénase. Cette hémolyse n'est pas due à un phénomène auto-immunitaire car le test de Coombs est négatif. Sur le frottis sanguin, on observe de nombreux kératocytes représentant environ 50% des globules rouges. Voici donc le traitement reçu par le malade selon la prescription médicale. Dipyrone, 1 g en intramusculaire, l'acide nalidixique en péros et la quinine en perfusion selon le schéma du Programme national de lutte contre le paludisme. Après 4 jours de traitement, M. Thomas décède dans un tableau d'anémie sévère. Ce décès embarrasse le staff médical. Comment expliquer ce décès après un diagnostic correct et un traitement approprié, se demande-t-il. La réponse à la question posée est simple. Ce décès est survenu car, en posant le diagnostic et en prescrivant le traitement, le médecin n'a pas tenu compte des résultats du frottis sanguin périphérique. Rappelons que le frottis sanguin périphérique a montré de nombreux kératocytes, ce qui révèle que M. Thomas accusait un déficit en glucose 6-phosphate déshydrogénase. M. Thomas était parasité par le Plasmodium falciparum et infecté par Escherichia coli. Ces deux agents pathogènes sont potentiellement hémolysants et donc à la base du stress oxydatif
qui a déclenché l'hémolyse aiguë chez l'hôte. D'où l'anémie hémolytique que le médecin a mis en évidence grâce aux résultats des analyses hématologiques et biochimiques. Ce phénomène d'hémolyse induit par le Plasmodium falciparum et l'Escherichia coli a été aggravé par les médicaments consommés par le malade, à savoir le paracétamol à dose élevée, la quinine et l'acide nalidixique. D'où une hémolyse massive qui a entraîné le décès du malade. Chers camarades, qu'est-ce que le déficit en G6PD? Le déficit en glucose 6-phosphate déshydrogénase est une anomalie génétique, donc héréditaire et familiale. C'est l'anomalie enzymatique la plus courante, mais aussi la plus mal connue. Elle atteint 450 millions de personnes au monde et s'observe surtout en Afrique, en Inde, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Seuls les hommes sont touchés car le gène du G6PD loge sur le chromosome X. Dans de très rares cas, des femmes porteuses peuvent présenter des symptômes. Le déficit en glucose 6-phosphate déshydrogénase se caractérise par des taux réduits de l'enzyme G6PD, ce qui rend les érythrocytes sensibles à l'hémolyse lorsqu'ils sont exposés à une source de stress oxydatif comme une infection, certains médicaments ou les févéroles à petits grains. L'individu présentant un déficit en G6PD, en dehors d'un état pathologique quelconque, est bien portant. Mais il est prédisposé à certaines maladies, en particulier l'anémie hémolytique, qui peut lui être fatale. Les hémolyses, dans le cas des déficits en G6PD, sont le plus souvent aigus, parfois sévères et même mortelles. En cas d'infection, le patient déficitaire en G6PD subit un stress oxydatif pouvant déclencher une hémolyse aiguë. Les agents infectieux potentiellement hémolysants, comme le Plasmodium falciparum, le Salmonella typhi, l'Escherichia coli ou les streptocoques, peuvent aggraver le tableau plus facilement. Les médicaments pouvant provoquer un accident hémolytique chez les personnes atteintes de déficit en G6PD sont très nombreux. Citons en passant la quinine, l'acide nalidixique, la pamaquine, le dapsone. Chers camarades, les anomalies morphologiques des cellules sanguines sont nombreuses. Comme nous venons de le constater chez le patient Thomas, le frottis sanguin a été un outil indispensable pour le diagnostic du terrain du malade. L'automate d'hématologie est nécessaire, mais pas suffisant pour poser un bon diagnostic. La production de l'émission Morphologie en hématologie que vous venez de suivre
est une action située au premier stade du processus de changement de comportement, c'est-à-dire le stade cognitif. La finalité étant d'atteindre le stade conatif en passant par le stade affectif. Ce message pour le changement de comportement invite les laboratoires équipés d'automates d'hématologie à ne pas abandonner la lecture minutieuse des lames de frottis sanguins périphériques. Ce message invite les laboratoires dépourvus d'automates d'hématologie à rechercher, en plus de la formule leucocytaire, les anomalies morphologiques des éléments figurés du sang. Le changement de comportement ancien et l'adoption de nouveaux comportements améliorera la qualité de nos services et produira la satisfaction de nos clients. En bref, il ne suffit pas de connaître toutes les anomalies morphologiques des cellules sanguines, mais il faut les rechercher chez tous les patients pour ne pas passer à côté des vrais problèmes des malades. Nous vous remercions d'avoir suivi ce 7e épisode intitulé Kératocytes et vous annonçons que la 8e séquence portera sur le schizocyte. Au revoir et à la prochaine.